Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Ce soir, une émission spéciale puisque nous allons faire avec vous une rétrospective de l'actualité concernant le continent africain. Une année s'est écoulée quasiment, une année très importante, une actualité abondante. Et nous allons aujourd'hui essayer, dans la mesure du possible, de vous redonner ou de vous faire revivre les grands moments. On partira donc du Maghreb jusqu'en Afrique de l'Est, en passant par l'Afrique centrale. Et nous allons nous projeter avec vous pour l'année 2020. Il faut dire quand même que l'année 2020, comme on l'appelle officiellement, sera une année spéciale pour le continent africain, puisque la France a décidé de consacrer cette année au continent. Nombreuses manifestations, énormément de choses qui se feront, et nous verrons donc avec mon invité que vous voyez à mes côtés comment est-ce que ce continent pourra vivre ce moment important, quand c'est aujourd'hui que la France vit à ce moment des moments assez troubles avec certains pays africains, notamment celui du G5 Sahel, puisque on reviendra donc sur ce qui se passe de ce côté-là. Sadio Kanté, bonsoir. Bonsoir Sir, bonsoir téléspectateurs de Ziana TV. Sadio, merci d'être là, puisque c'est avec vous qu'on a décortiqué l'actualité africaine durant toute cette année 2019. On va aujourd'hui faire un petit point. Alors déjà, d'une manière globale, comment se porte le continent une année après? Une année après, elle est dans, je ne dirais même pas des phases d'incertitude. Elle a une démocratie balbutiante, elle ne trouve toujours pas ses repères. Le continent, je parle du continent, donc il trouve toujours pas ses repères. Et se victimise au lieu de prendre à bras le corps les problèmes qui sont les leurs et de trouver et de se poser les bonnes questions pourquoi ici ça n'a pas marché, afin d'apporter des solutions qui sont à portée de main. Donc ça signifie qu'aujourd'hui les solutions viendront d'ailleurs? Les solutions devraient venir du continent. Oui. On les attend, on attend qu'elles viennent d'ailleurs, mais elles devraient venir d'Afrique. Donc un continent, si vous direz donc avec un avenir balbutiant, on balbutie toujours sur ce continent. Voilà. Il y a quand même aujourd'hui des zones plus ou moins stabilisées. Oui, on a le Rwanda, mais qui pille un autre pays pour son développement. On a l'Angola qui aujourd'hui fait son procès, le procès des biens mal acquis des enfants de son prédécesseur sur place, alors que nous, en pays francophone, nous déplaçons nos procès des biens mal acquis en dehors du continent, notamment en France. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui émergent et vous vous rendrez compte que ce pas des pays qui sont en zone francophone français. Donc, c'est quoi encore? C'est la langue française qui est le problème ou c'est la France qui est le problème? C'est la colonisation française qui est un problème. Ah, ben, les Africains ne sont pas des grands enfants, notamment ceux qui viennent de Oui, mais l'infantilisation, vous avez vu tout dernièrement Macron qui dit je vais les entendre, qui fixe son calendrier, sa zone géographique pour réceptionner les chefs d'État du G5 Sahel. La plupart sont arrivés avant lui au pouvoir pour leur dire, pour clarifier votre positionnement et notamment par rapport au sentiment anti-français qui se développe. Je vais vous rappeler que ce sentiment anti-français n'est pas exprimé par les politiques. C'est un sentiment anti-français. Non, mais il y a certains politiques qui surfent très bien. En tout cas, ce n'est pas ces chefs d'État qui ont manifesté ce sentiment anti-français. Certains disent qu'ils ont laissé faire parce qu'on a entendu un ou deux députés dans l'Assemblée le dire. Oui. Mais un ou deux députés, avec la liberté... Voilà, il faut dire aussi, Sadio Kanté, qu'il y a eu sur ce continent, bien sûr, un débat assez important sur le plan économique, notamment la création de l'éco et le problème lié au franc CFA, si problème il y a. Bon, est-ce que la création de l'éco règle le problème du franc CFA? En fait, ça ne règle pas, mais on sait quand même qu'aujourd'hui, c'est des moments très importants. C'est-à-dire on sent quand même un continent qui veut se prendre en main. Aujourd'hui, battre sa propre monnaie, notamment quand on voit cette zone de l'UEMOA, c'est quand même quelque chose d'important. En même temps, dans cette zone de l'UEMOA, les têtes de file sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les deux disent que le franc CFA se porte bien. Si on veut une monnaie, c'est pas seulement pour deux pays, c'est quand même pour l'ensemble, je dirais, de la sous-région. Ensemble de la sous-région qui impliquera cette fois le Nigeria et le Ghana, oui. Tout à fait. Mais bon, le débat, il va poursuivre son cours. On voudrait plutôt voir que les éléments constructifs du franc CFA ne soient pas les mêmes que ceux constructifs. Mais ça montre quand même qu'on se prend en main. Bon, ça montre que les activistes ont pris le dessus et qu'on a voulu leur donner une réponse. Mais est-ce que c'est une réponse structurelle ou juste conjoncturelle? Voilà, mesdames et messieurs, nous vous donnerons des réponses structurelles et conjoncturelles puisque nous allons refaire le tour du continent. Sadio Kanté, on va d'abord commencer par le Maghreb, on va suivre un élément concernant l'Algérie et on va revenir. Ils étaient encore des dizaines de milliers d'Algériens vendredi dans les rues d'Alger.
Le même rendez-vous hebdomadaire respecté depuis le 22 février par le Hirak, le mouvement populaire de contestation en Algérie. 45 semaines et malgré une affluence moindre, toujours la même détermination à faire tomber le système politique, actuel héritage de l'ancien président Bouteflika. C'est le deuxième vendredi de manifestation depuis l'entrée en fonction le 19 décembre du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, un ex-fidèle de Bouteflika. Son nom a remplacé dans les slogans hostiles celui du général Gaïd Salah, chef des armées décédé le 23 décembre d'une crise cardiaque, qui était considéré par la rue comme le gardien du système. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles. Sergio Kanté, on a vu ce pays quasiment surprendre, je dirais. Chaque fois qu'il y a eu la révolution arabe, l'Algérie n'avait bougé. Or là, on voit l'Algérie prendre la tête de ces contestations. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Mais c'est le ras-le-bol. Imaginez-vous que, je le disais aujourd'hui à quelqu'un, hein, que mon père était un béni-oui-oui. Nos papas étaient des béni-oui-oui ou des taiseux devant les politiques qui étaient construits pour eux. Nous, on parle. Mais je pense que nos enfants vont agir. Et ils sont partout. Ils ont accès aux outils Internet. Donc, ils sont plus libres, plus autonomes, des électrons libres qui peuvent être en Afrique du Sud, réfléchir comme un Congolais et agir comme un Français ou un Américain. Donc, je veux dire que tout ça mis ensemble donne une autre conscience au peuple algérien qui a décidé de prendre son destin en main. Oui. Et ça se voit par le fait qu'ils n'ont pas voulu que Bouteflika passe plus de 19 ans au pouvoir et que une fois qu'il a été balayé, il est physiquement diminué, Bouteflika. Oui, mais ça fait des années qu'il est physiquement diminué depuis son attaque à son AVC. Il a été diminué, mais ça ne l'empêchait pas d'être là. Même s'il était poussé dans un fauteuil, il était là et il comptait être là. Oui. N'oubliez pas qu'il est celui qui a quand même construit déjà son mausolée dans l'une des plus grandes mosquées d'Algérie et qu'il voulait avoir les honneurs à son enterrement national et international. Le rêve que ne lui a pas permis le peuple algérien et qu'aujourd'hui, il est tombé, mais le système est resté. Donc le peuple a dit non au système. Celui qui le remplace, n'oubliez pas qu'il a son fils en prison pour avoir vendu du cocaïne. Pendant les manifestations, on a vu le peuple algérien prendre de la poudre de farine pour mimer le sniffage du cocaïne et ils ont appelé le nouveau président Tebboune, j'oublie son nom, cocaïne. Voilà. Ouais. Donc, ils veulent autre chose, ils ne veulent pas la continuité du système. C'est quand même difficile de dire qu'ils ne veulent pas la continuité, puisque celui qui est là fait quand même l'ancien Premier ministre Bouteflika. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est le système et que les élections ont été gérées par l'armée de Bouteflika et que c'est le Premier ministre de Bouteflika qui est là. Ils n'en veulent plus. Ils veulent voir le système partir. Alors, quasiment une année de contestation, avec ces résultats-là, finalement, le système continue. Que va devenir 2020 pour les Algériens? 2020, ils ne pourront pas tenir les autres élections qui se tiendront au moins dans 20 pays africains, les législatives, les régionales ou les municipales. Ils ne pourront pas les tenir. Et le peuple, je crois, est déterminé à aller jusqu'au bout, bien qu'il y ait 400 manifestants en prison à ce moment. Ils ont décidé que pour eux et pour la démocratie de l'Algérie, ils vont continuer à se battre jusqu'à ce que le dernier des hommes de ce système parte avec Boutef. Voilà, mesdames et messieurs, bien sûr, vous êtes sur Zena TV et nous faisons le tour du continent, une année d'actualité, on prendra des grands moments. Restons toujours avec vous, Sergio Kanté, du côté du Maghreb, puisque après l'Algérie, c'est la Tunisie. Alors la Tunisie avait déjà pris la tête, il y a quelques années déjà, de cette révolution arabe. Aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement ce pays a eu aussi un président qui n'était pas tout jeune, qui est décédé. Il y a eu une élection et les choses sont quasiment tout bien passées, je vais dire. Oui, mais c'est ça qui est plus intéressant par rapport à l'Algérie. Parce que il y a eu un printemps qui a démarré par une histoire de pommes, et qui finit à l'installation du pays d'un juriste inconnu, quasi inconnu. Entre-temps, ils ont élu. L'ancien président Kaïd. Oui, le peuple tunisien a décidé d'être démocratiquement gérontophile. D'accord. En élisant un vieux. Alors que c'est les jeunes qui font la révolution. Voilà, alors que les jeunes... Mais ils l'ont choisi, ils l'ont voté.
C'est pas les contestations, c'est pas comme en Algérie où on a vu que les urnes, il n'y avait pas d'accès, que 6 Algériens sur 10 n'ont pas pu voter. Et là, les gens sont allés voter. Ils ont pris parmi les candidats quelqu'un qui était le moins connu, celui qui n'était pas du tout connu, et ils l'ont voté. C'est un constitutionnaliste qu'ils ont mis à la place d'un vieux. Donc, on se rend compte que ce peuple a peut-être une culture gérontophile. Ils se rendent bien. Parce qu'on voit aussi quand même sur le continent africain d'une manière générale, vous avez énormément de vieux. Est-ce que les vieux rassurent? Mais on a vu du moins en Tunisie que ce vieux-là, autour de lui, les jeunes qui virevoltent n'ont pas commis les mêmes horreurs que Ben Ali, qui lui aussi est mort. Qui est mort aussi cette année 2019 et qui avait fait de la Tunisie son bien personnel. Donc, on n'a pas noté de problème de corruption massive par rapport à ce vieux qui est au pouvoir. Et on verra dans 2 ou 3 ans, j'espère qu'on sera toujours là pour venir décréter la Tunisie de ce constitutionnaliste arrivé au pouvoir. Voilà, mesdames, messieurs, restez toujours sur Louisiana TV. On va faire une pause puisqu'on va quitter le Maghreb pour le G5 Sahel. Faut pas blaguer des Louisiana TV, il n'y a pas de... Louisiana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Louisiana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Louisiana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Louisiana TV. Faut pas blaguer des Louisiana TV, il n'y a pas de... Voilà, mesdames, messieurs, encore merci de suivre cette rétrospective de l'année, cette rétrospective sur l'actualité du continent. C'est de compter, allons dans le Sahel. Il faut quand même dire que le Sahel aujourd'hui préoccupe l'opinion internationale, préoccupe la communauté internationale. La situation du terrorisme, le G5 Sahel a du mal à fonctionner. On sent très bien un ras-le-bol, notamment au Mali. On voit aussi que l'opinion française doute désormais. En France, on voit ces débats qui sont en train de prendre de l'ampleur par rapport à l'effectivité de la présence ou de cette opération Barkhane. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la situation dans le Sahel? Voilà, d'abord, ça, avant qu'on rentre tout ce qui s'est passé en cours d'année. Alors, c'est tellement complexe qu'on ne sait même pas par où commencer. Même vous avez vu la palette de questions que vous avez posées. Tout a commencé par les revendications des séparatistes, dont on ne parle même plus. Ceux de l'Azawad. On les a intégrés quelque part, je pense. Oui, aujourd'hui, ils sont dans le dialogue national exclusif à Bamako aujourd'hui pour pouvoir parler plutôt de fédéralisme que de la République du Mali unie et indivisible. Donc ils sont là, mais je veux dire, pendant de 2013, depuis la présence française jusqu'à aujourd'hui, on a très peu parlé d'eux, alors que c'est eux qui ont servi de pénétrante au djihadisme qui s'est installé et qui s'est rendu diffuse partout, et bizarrement, sauf en Mauritanie. Et c'est parce que c'est une république déjà islamiste, et que les autres en doutent de leur islamité, et pour cela il faut les islamiser, alors qu'un musulman ne djihadise pas un musulman. Donc il se pose la vraie question là, et pourtant, quand ces djihadistes arrivent dans ces pays à majorité musulmane, ils ne s'attaquent pas aux chrétiens. On n'a pas entendu dire au Mali que les chrétiens ont été inquiétés par les djihadistes, au Burkina non plus, qui a des chrétiens, est un pays chrétien à majorité, hein, sinon peut-être à... Non, je pense que le Burkina est à majorité chrétienne et animiste plutôt que musulmane, mais il y a une forte présence musulmane qui n'a pas, où les chrétiens n'ont pas subi de djihadisme. Donc il se pose quelque chose à revoir et à étudier par rapport à ce que veulent réellement ces djihadistes-là. Et une fois que les séparatistes ont ouvert la porte, tout est permis déjà, disons que la zone du Sahara est déjà naturellement un no man's land, parce que c'est une zone qui est l'objet de toutes sortes de trafics. Ceux qui sont ceux qui font des passages, on les appelle comment? Des passeurs. Des passeurs, il y a des passeurs, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les femmes, il y a la prostitution et tout ce que tous les éléments, tous les outils qu'on peut mettre dans le grand banditisme. Dans le grand banditisme, voilà. Donc, et puis,
quand on quitte cet aspect, on vient se rendre compte que c'est aussi l'objet de plusieurs convoitises. Parce que il y a depuis longtemps une mer souterraine dont les eaux douces sont convoitées par les Occidentaux. Et vous savez que la France, dans ses contrats avec l'Afrique, a dit qu'il faut, c'est la France qui est prioritaire à prendre les marchés sur place. Et c'est lorsqu'elles ne veulent pas de quelque chose qu'on peut ouvrir le marché à d'autres personnalités. Donc, or, aujourd'hui, la configuration même de la présence africaine, enfin, étrangère en Afrique a changé. On a la Russie, sollicitée par les Africains eux-mêmes. On a la Chine qui est venue en ami et qui s'impose en colon. Et on a la France, l'éternel ami, ennemi de la France, parce que c'est selon ce qu'elle apporte. Bon, lorsque, en tout cas, la France arrive au Mali en 2013, tout le monde a acclamé, y compris Salif Keïta, qui a appelé, il n'y a pas si longtemps, français, Macron, ce gamin, pour qui son président, descendant d'un empereur, sautille. Alors que lui pense que c'est son président, Ibeka, qui devrait reprendre les rênes du combat contre le terrorisme dans son pays, oui, et à diffuser à tous les autres pays du Sahel. Donc, c'est tellement complexe ce problème. Que, voilà. Alors on voit quand même que l'épicentre c'est le Mali, hein, tout part du Mali. Aujourd'hui, on se rend aussi compte que finalement ça se déplace. Oui. Il n'y a pas que le Mali, il y a maintenant le Burkina Faso, il y a le Niger. Et on voit que les djihadistes veulent former un pays triangle. Oui, dans le triangle Mali-Burkina. Niger. Mais ces pays sont incapables aujourd'hui de contenir ce terrorisme, puisqu'on voit quand même le bilan aujourd'hui, ça n'a pas changé, les massacres de villageois entre guillemets maliens sont quasi quotidiens. Nous avons affaire à des armées qui ne sont pas des armées de combat. L'armée sénégalaise en Afrique de l'Ouest est très bien outillée, elle est sur tous les fronts de maintien de paix, donc pas non plus une armée de combat. Elle maintient les paix dans le cadre de la CEDEAO, les missions régionales ou internationales. Il y a toujours pas mal de contingents sénégalais, oui. Et qui sont très bien armés aussi, également, mais qui ne sont pas... Le Sénégal n'a pas d'armée de combat. La seule qui puisse avoir une armée de combat, c'est le Tchad, qui aujourd'hui s'essouffle, parce que depuis le départ, elle a pris en charge financièrement l'accompagnement de ses militaires sur le terrain Barkhane et autres. Et aujourd'hui, face aux moyens, face au fait qu'on demande au président du G5 Sahel aujourd'hui de mettre 50 milliards de francs CFA supplémentaires, parce qu'ils ont réaménagé leur budget de la défense pour passer à 12%, hein, pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on leur demande en plus 50 milliards supplémentaires à chercher je ne sais pas où pour le G5, ce qui n'arrive pas. Et la France, tout ce qu'elle a fait, les levées de fonds que la France avait promis, 400 et quelques millions d'euros, n'arrivent pas non plus. On n'a toujours pas des traces de ça. Et que le djihadisme prend de l'ampleur parce qu'il maîtrise mieux le terrain que les armées qu'on a mis devant. Parce qu'on ne peut pas mettre une armée américaine, européenne ou française devant, alors que c'est d'abord le renseignement local qui doit être la base du renseignement à partager avec d'autres. Alors que nous sommes dans un cas où c'est les renseignements américains qui priment, qui ont pris le dessus par rapport au renseignement local. Et donc, partout où il y a faiblesse de l'État, les djihadistes en profitent pour entrer et ils veulent maintenant créer dans ce triangle-là leur pays. Alors, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est le Burkina qui paye leur tribut quand même. Hein. Oui, le Burkina... Enfin, tous les pays en payent, mais le Burkina n'était pas vraiment dans les pays cibles tel qu'on l'avait au départ. Et le Burkina, depuis son entrée dans le G5 Sahel, ou un peu avant, a déjà presque 500 000, 400 et quelques mille déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, a déjà des dizaines de milliers de morts par rapport aux autres pays, et conséquemment, le nombre de soldats tombés aussi n'est pas à négliger. Alors que les pays comme le Mali étaient habitués, hein, plus ou moins, la France est également habituée. Maintenant, l'ambiguïté de la présence française, je crois qu'elle se trouve par rapport au fait qu'elle a duré. Donc tout ce qui dure rappelle, pas très loin de la région d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, où la France s'est embourbée, et la Libye, où la France... et aujourd'hui, on peut dire que c'est la déliquescence de la Libye qui a provoqué le surarmement des djihadistes qui sont disséminés un peu partout aujourd'hui, dans le Sahara, le Sahel
et des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quand on va terminer avec cet épisode Sahel, puisqu'il y a eu, il y a encore quelques temps, une convocation telle que cela a été pris du président malien, président français vis-à-vis des présidents du G5 Sahel. C'est une convocation ou une invitation qui a été mal comprise par rapport aux opinions locales. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait que Macron soit allé en Afrique de l'Ouest, du fait qu'il soit déjà d'abord au moins en Côte d'Ivoire, puisque les Ivoiriens ne sont pas des G5 Sahel, ça permettrait déjà de plus ou moins modifier l'opinion? Je ne pense pas que ça va modifier l'opinion. De toutes les façons, il a pris par la suite le soin d'envoyer un diplomate pour expliquer sa démarche. Parce que cette convocation a été faite dans le contexte où il était avec ses pairs de l'OTAN. On pense que c'est parce qu'il a été minorisé dans ses positions par rapport à ses pairs occidentaux qu'il a voulu déverser sa bile sur les présidents africains, et ça n'a pas vraiment marché. Parce que ils ont ressenti ça comme une humiliation. On les appelle, on impose un lieu, on impose une date. Et il n'avait qu'à venir. Il n'avait qu'à venir, comme si... cette réunion a été annulée, enfin. Ça a il été est annulé, reporté officiellement, mais bon. Heureusement ou malheureusement qu'il y a eu les 71 morts du Niger, qui a fait que les points de vue ont été revisités pour que le Niger puisse enterrer d'abord les siens et que le G5 Sahel a préféré tenir sa réunion là-bas précédemment et qui était précédemment prévu au Burkina, parce que c'est Christian Marc Kaboré qui est le président annuel du G5 Sahel, et donc ils ont pu faire le point, et qu'à l'issue de son voyage en Côte d'Ivoire, Macron ira s'incliner sur la dépouille de 71 soldats du Niger, un peu pour faire peut-être l'équilibre entre l'inclinaison massive du monde autour de nos confrères de Charlie Hebdo par rapport aux 71 du le président du G5 Sahel était Charlie. Voilà, tout c'était Charlie. On a vu en première ligne Ibeka notamment, et qui lui-même n'arrive pas à enterrer ses soldats, et à plus forte raison accompagné d'autres. Parce que quand les soldats meurent au Mali, on les voit, on les remet dans les caisses tout de suite, et puis ils sont enterrés dans les lieux où ils sont morts. Alors je me souviens que dans une émission radio qui a été filmée, son fils, le fils de Ibeka, qui est le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, a expliqué le fait qu'on enterrait les soldats sur place par le fait qu'il est difficile de les transporter à Bamako, qu'il y avait la logistique qui ne répondait pas, et qu'il était mieux par rapport aux fortes chaleurs pour ne pas subir la décomposition des corps pendant les cérémonies à Bamako. Il valait mieux le faire là. Mais il a été contredit par Issoufou, qui allait prendre ces cadavres au même endroit où meurent les militaires maliens pour les emmener dans leur capitale et faire la cérémonie. Ils sont morts ils ont été enterrés avec les honneurs, contrairement à ce que Ibeka n'a jamais pu faire de ses soldats au Mali. Et ce qui crée un sentiment de frustration par rapport, tout le monde se met à la place des veuves, des orphelins, qui... Ça va donner quoi, en fait, le G5 Sahel, finalement, pour 2020? Vous prévoyez quoi, concrètement? Non, je ne prévois pas, mais je conseillerais que les chefs d'État se dotent par d'autres mécanismes, déclenchent, comme Youssouphi l'avait dit, par exemple, le président du Niger avait préconisé que les Nations Unies puissent déclencher l'article 7, qui enlèverait la MINUSMA, le Barkhane, de leur position, la MINUSMA notamment, de leur posture de soldats qui maintiennent la paix, alors que la guerre est effective. Pour passer à une armée de combat, au lieu d'une armée de maintien de paix, on ne maintient pas la paix quand il n'y en a pas. Il n'y a pas de ligne de démarcation, parce que l'ennemi en face, on ne le voit pas, il n'y a pas de ligne, donc... qu'est-ce qu'ils maintiennent en fait? Il a demandé le déclenchement de l'article 7 des Nations Unies justement pour que les combats puissent être effectifs et que les Nations Unies puissent être une armée qui combatte afin de réduire le risque. Moi j'appuie Youssouphi dans ce sens pour que ça se passe et que aussi les Africains prennent en main leur destin. Faut pas blaguer des... Ziana TV, il n'y a pas de... Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV,
C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des Ziana TV. Y a pas de